Allez, on va pouvoir enchaîner sur la dernière table ronde. Discussion entre Fabienne Rouchy et Karine Brûlé. Face à toutes les problématiques qu'on a évoquées jusque-là, dérèglement climatique, adaptation, prévention, travail sur la préservation de la ressource, qualité de l'eau, gestion, prix, etc. Figurez-vous que le politique s'est quand même saisi de cette question et a présenté en 2023 un plan eau dans la foulée des assises de l'eau menées à partir de 2018-2019 et un plan eau qui a été remis sur le devant de la scène très récemment par le gouvernement actuel de François Bayrou. C'est ce qui va nous occuper dans cette discussion entre vous, Fabienne Rouchy, bonjour, du bureau confédéral de la CGT, vous êtes chargée des questions environnementales et par ailleurs présidente du groupe CGT au CESE. Et avec vous, Karine Brûlé, bonjour, membre permanent de l'IGED, l'IGEDD, c'est-à-dire l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, qui est sous l'autorité du ministère de la Transition écologique. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CGT. Est-ce que, dans un premier temps, Karine Brûlé, vous pouvez retracer la démarche qui fut celle de ces assises de l'eau, puis de ce plan eau? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être devant vous cet après-midi, pardon. C'était pas ce matin. Et j'ai pas pu justement être avec vous ce matin. J'aurais participé agréablement à vos échanges, mais j'en ai déjà beaucoup entendu. Le monde de l'eau est un monde assez fermé, ça résonne horriblement, excusez-moi, c'est difficile de se concentrer. Le monde de l'eau est un monde assez fermé, en fait, un monde de spécialistes, ça a été un peu dit dans la salle, et donc je trouve très important qu'un syndicat généraliste, comme la CGT, s'empare du sujet. Et voilà, il y a du niveau dans la salle, j'ai entendu. D'où je vous parle, peut-être pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Donc, je ne suis pas adhérente à la CGT, je suis fonctionnaire d'État et à l'origine, je suis ingénieure du ministère de l'Agriculture. Donc, j'ai été aussi très intéressée par les échanges sur l'agriculture et je suis aujourd'hui inspectrice générale à l'IGED, donc ce qu'on appelle chez nous le cimetière des éléphants parfois. Oh. Alors, le plan eau, j'ai quelques diapos. Alors, j'ai beaucoup de diapos, je ne les présenterai pas toutes, ce serait beaucoup trop long. J'ai essayé de faire quelques points de repère. Ce sur quoi je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit, c'est que dans mon esprit... Ah oui, pardon, je vais peut-être vous choquer parfois, parce que j'ai l'habitude d'être assez franche. Voilà, soit ça suscitera des échanges. Vous êtes dans une maison qui a l'habitude de mettre les désaccords sur la table. Soit vous serez choqués, on en parlera après. Donc ce qui est important pour moi, enfin pas que pour moi, mais pour beaucoup, c'est qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau. Dans les spécialistes, on a souvent parlé du petit cycle, eau potable, assainissement, et du grand cycle. C'est une erreur intellectuelle forte, et c'est une erreur intellectuelle qui entraîne des erreurs de mise en œuvre. Donc je trouve que c'est très important de se redire qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau. L'eau, elle peut être rangée, si j'ose dire, dans différents compartiments. On a des eaux superficielles, des eaux souterraines, des eaux douces, des eaux saumâtres, des eaux salées, on a des eaux liquides, des eaux solides, des eaux gazeuses. Et je remercie la collègue ou camarade du SNE tout à l'heure, je ne sais pas où elle était dans la salle, qui a aussi rappelé qu'il y avait énormément d'eau dans le vivant, qui est aussi un des compartiments. Alors pourquoi c'est important de se dire qu'il n'y a qu'un cycle de l'eau? Parce que c'est important de se dire qu'on ne crée pas de ressources. C'est un débat qu'on a avec notamment le monde industriel et le monde agricole, notamment, ces deux types d'acteurs demandant en permanence la création de ressources. Ça n'existe pas. On peut le faire en laboratoire, évidemment. Hein. La molécule H2O, elle n'est pas super compliquée à faire. Mais dans la vraie vie et de façon économiquement rentable, on ne peut pas créer de ressources. Tout au plus, on arrive à la faire bouger d'un compartiment à l'autre. Elle est souterraine, on la met en surface dans des bassines. Elle est dans un cours d'eau où elle sort d'une station de traitement usée et on la réutilise en ayant l'impression que c'est de l'eau nouvelle. Il n'y a pas d'eau nouvelle, il y a de l'eau. C'est tout. J'insiste lourdement là-dessus parce que si on ne se dit pas ça, en fait, il me semble qu'on fait des erreurs. Et une de vos camarades a parlé de maladaptation tout à l'heure. Une des grandes maladaptations vient de ce sentiment qu'on est capable de créer la ressource. Voire on écrit
Et il y a certaines professions qui revendiquent que l'État crée de la ressource. On est très fort, mais ça, on ne sait pas faire. Donc, comme je le disais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça a été aussi un petit peu évoqué. Donc là, c'est une des mesures des assises de l'eau et du plan eau. C'est le projet Explore 2 qui a succédé au projet Explore 2070. Donc Explore 2070, comme son nom l'indique, se projetait en 2070 et Explore 2 se projette en 2100. Et ce qui est intéressant avec Explore eau, c'est qu'on va un peu plus loin que ce qu'on dit habituellement. Il y a un consensus pour dire que l'air va se réchauffer. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On sait qu'en France, la trajectoire, c'est plus 4 degrés en 2100 pour un réchauffement planétaire de plus 3. Donc le fait que ça se réchauffe, tous les scénarios le disent, tous les narratifs le disent. Par contre, ce réchauffement, que va-t-il donner sur le cycle de l'eau? On est déjà beaucoup moins sûr. Et donc Explore 2 fait cet exercice de présenter différents narratifs, ce que vous avez là, les narratifs violet, orange, jaune, vert, et de regarder ces narratifs sur différents compartiments ou différentes périodes de l'année. Et vous voyez que sur ces différents narratifs, qu'il faut en fait bouger un certain nombre de paramètres, parce que typiquement, s'il fait plus chaud, il y a plus d'évapotranspiration, et s'il y a plus d'évapotranspiration, il peut y avoir plus de pluie. On se le redit, il y a un seul cycle de l'eau. Donc soit l'eau, elle est dans les plantes, soit elle est dans l'atmosphère, et au bout d'un moment, elle retombe. Et donc en fait, ce qui va se passer sur le cycle de l'eau est relativement incertain. Et donc du coup, sur Explore 2, ils ont fait ces différents narratifs, et ces différents narratifs, ils permettent de voir qu'il y a des certitudes. Donc vous voyez les zones au milieu, par exemple, débit moyen d'hiver. Vous voyez que dans les Alpes, par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure sur la neige artificielle, ou la neige de culture, parce qu'il paraît que ça fait plus chic, il y aura moins d'eau, il y aura moins de débit en hiver, on en est sûr. Il y a des secteurs où on en est moins sûr. Du côté de l'Alsace, par exemple, on ne sait pas trop si on va pouvoir continuer à faire du maïs à haute dose ou s'il va falloir peut-être réfléchir à autre chose. Donc Explore 2 est vraiment important là-dessus. Il est très déstabilisant parce que Explore 2070 donnait des résultats, un résultat. Explore 2100 donne des narratifs. Et donc, pour le cerveau humain, c'est moins confortable. Et rentrer dedans n'est pas très simple, mais c'est important de s'en emparer. L'eau renouvelable, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a une espèce d'hallucination. Je vais utiliser ce terme-là, on l'utilise maintenant beaucoup avec l'intelligence artificielle. Il y a une espèce d'hallucination sur l'eau, parce qu'il tombe, alors désolé, je ne parle que de la métropole, parce que je n'ai pas d'autres chiffres, il y a 503 milliards de mètres cubes qui pleuvent tous les ans. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est la fête, quoi. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'à la fin, en fait, ce qui est consommé aujourd'hui, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, c'est 6 milliards de mètres cubes. Donc il y a cette hallucination des 503 milliards, et en fait, dans la vraie vie, notre terrain de jeu, c'est autour des 6 milliards. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui passent beaucoup de temps à dire que ce n'est pas la peine de faire des efforts, puisqu'il y a 503 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la France métropolitaine. Donc là encore, c'est comme dans l'intelligence artificielle, gare aux hallucinations. Un des collègues l'a présenté tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. La ressource renouvelable, elle diminue. Quand on dit que c'est 200 milliards de mètres cubes, en fait, c'est autour de 200 milliards et c'est plutôt moins ces dernières années. Et puis l'évapotranspiration augmente avec le réchauffement. Les usages de l'eau, c'est savoir compter et tout compter. On a beaucoup, du coup, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais je vais vous donner mon point de vue sur prélèvement-consommation. Pour moi, c'est un faux débat. Et c'est un faux débat qui est animé notamment, je suis désolée de le dire dans cette instance, notamment par les énergéticiens et notamment pour le refroidissement des centrales électriques qu'on va peut-être pouvoir appeler nucléaires entre nous. Pourquoi c'est un faux débat? Parce que dès lors qu'on prélève de l'eau, on perturbe le cycle de l'eau. Après l'eau, on la rend et tout le monde la rend. Donc c'est faux de dire nous on prélève mais on rend. Ben oui, tout le monde la rend.
Même les 6 milliards de mètres cubes de l'agriculture, l'agriculture les rend. Quand vous faites pousser du blé, il a besoin d'eau au début, ensuite il sèche, et quand il sèche, l'eau, elle ne disparaît pas, elle s'évapore, donc ça rejoint l'évapotranspiration qui rejoignent les nuages et qui retombent sous forme de pluie. Donc ce débat prélèvement-consommation, pour moi, c'est encore une erreur méthodologique. Ça sert un certain nombre d'intérêts et vous en ferez ce que vous voudrez, mais pour moi, c'est vraiment un faux débat. L'eau, on la prélève à un endroit, on la rend à un autre endroit. Quand elle passe par une centrale nucléaire, elle est plus chaude, donc elle perturbe les milieux. Pour pouvoir la prélever, en général, on fait un seuil, un petit barrage, donc on perturbe les milieux. Voilà. Quand l'agriculture, encore une fois, prélève de l'eau, elle la rend. Donc, vraiment, pour moi, faux débat entre prélèvement et consommation. Sur l'agriculture, j'attire votre attention sur le fait que quand on dit que les usages agricoles, c'est 58% des 4 milliards de mètres cubes, en fait, là aussi, on fait un raisonnement qui est faux. On ne parle là que de l'eau qui est utilisée pour l'irrigation. L'agriculture irriguée, c'est un tout petit bout de l'agriculture française. L'agriculture française, c'est une agriculture pluviale. Comme son nom l'indique, elle s'abreuve de pluie. Et pourquoi ça se tend? Parce que ce rapport entre agriculture pluviale et agriculture irriguée est en train d'évoluer. On avait peu d'agriculture irriguée, ça se tend sur le territoire et donc on a besoin de plus d'agriculture irriguée et donc les prélèvements agricoles se voient plus en quelque sorte. Mais aujourd'hui, pour faire pousser un brin de blé, on peut le faire pousser avec de la pluie ou avec de l'irrigation. Et c'est ce rapport entre les deux qui est en train d'évoluer. Mais il a quand même besoin de pluie. Et comme, je ne vais pas faire trop long sur l'agriculture, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, comme l'agriculture française depuis la guerre a passé son temps à évacuer l'eau des parcelles, grâce, j'utilise ce terme à dessein, notamment au drainage et au drainage des zones humides, évidemment, il n'y a plus d'eau dans les terres agricoles. C'est un peu normal. Et donc aujourd'hui, on se demande comment réalimenter. Alors devant tout ça, et je devrais citer aussi, parce que 2019 est une date qui succède à 2018 et à 2017, je ne vous apprends rien, mais ça succède aussi au 26 octobre 2014. 26 octobre 2014, c'est le décès de Rémi Fraisse à Sivins. Et le décès de Rémi Fraisse à Sivins, ça a rappelé à la société qu'il y avait un sujet sur l'eau. Pour les gens comme moi, qui sommes dans le monde de l'eau depuis longtemps, en fait, j'aurais tendance à dire, moi et peut-être plein d'entre vous, le sujet de l'eau, c'est d'abord la sécheresse de 1976. C'était une sécheresse agricole. Après, on a oublié. Et après, il y a eu la sécheresse de 2003. Et c'est en 2003 que l'État, notamment, l'État, les collectivités, en 2003, tout le monde s'est rendu compte qu'il allait falloir quand même faire quelque chose. Et puis, on a oublié, parce qu'après, il s'est remis à pleuvoir. Et la mort de Rémi Fraisse a montré que le sujet de l'eau n'était pas derrière nous, mais devant nous. D'où l'annonce du président de la République de tenir les assises de l'eau, avec les sujets qui ont été posés sur la table. Le sujet de la protection des captages, qui est de plus en plus grave. Maintenant, tout le monde le sait. Les captages d'eau sont assez pollués en France et on sait exactement pourquoi. Économiser l'eau, qui était l'objectif 2, je vais y revenir, et puis préserver les milieux. Et puis en 2023, le plan eau, comme ça a été dit. Et en 2023, je ne reviens pas sur tous les sujets, on a à peu près les mêmes sujets que sur les assises de l'eau, en allant un petit peu plus loin. Mais la sobriété est passée du deuxième objectif au premier objectif. Et ça, c'est l'effet sécheresse 2022. On s'est rendu compte que vraiment, il allait y avoir un problème. L'intérêt du plan eau, l'intérêt des assises de l'eau, c'est faire ce que vous faites vous au quotidien, c'est remettre un sujet ultra technique dans la sphère politique. C'est faire en sorte que les élus, il y en a un qui s'est exprimé tout à l'heure, je crois que je le vois, faire que les élus s'emparent du sujet, faire sortir le sujet eau de ce petit cercle de sachants, ingénieurs, techniciens des services qui avaient préempté le sujet jusqu'à présent. Ça ne change pas la face du monde, parce que ce qu'il y a dans les mesures, c'est des choses que les services travaillaient depuis longtemps, donc il n'y a pas de révolution,
Mais la révolution, le terme a été indiqué, a été dit tout à l'heure, c'est la mise en visibilité du sujet. Et ça, il n'y a que les hommes politiques qui peuvent le faire. Il n'y a que les ministres qui peuvent mettre en visibilité, même si derrière, il y a des gens qui rament dans le fond. Alors justement, on va faire réagir Fabienne Rouchy. Le gouvernement remet donc ce plan eau sur le devant de la scène en disant que 100% des mesures prévues ont été engagées et que 64% sont mises en œuvre. J'aimerais votre lecture de ce plan eau et de ces annonces. Alors le plan eau, même s'il a le mérite d'exister, nous on est quand même assez critique par rapport aux différentes mesures, puisque par exemple il n'y a aucune mesure contraignante pour les gros consommateurs d'eau. Il y a un plan pour chaque secteur, pour l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les services publics, pour les usagers. Mais enfin, les grands consommateurs, on maintient le tarif dégressif de l'eau qui les concerne, et puis on les aide, on les accompagne. Il y a par exemple 30 millions par an qui sont prévus en soutien aux pratiques agricoles économes en eau. Nous on considère quand même qu'il y a peut-être un frein à l'efficacité du plan en n'ayant pas de mesures plus incitatives qu'un accompagnement où finalement, il y a un accompagnement mais il y a zéro contrainte. Donc ça ne nous semble pas forcément très efficace, puisque à la CGT, on ne pense pas qu'on peut compter sur le seul volontarisme des usagers, mais en particulier des gros consommateurs que sont l'industrie et l'agriculture. Ensuite, en lisant les documents, on voit que le principe pollueur-payeur est vraiment vidé de sa substance. Au final, c'est qui est-ce qui paye ? Ce sont les usagers, et puis il y a aussi une forte incitation vis-à-vis des collectivités avec des financements qui sont à leur disposition par le biais d'Aquaprêt qui sont mis à dispo par la Banque des Territoires. Bon, les collectivités, on sait dans quel état elles sont, on connaît bien aussi la politique budgétaire du gouvernement actuellement. Bon, on se demande si tout ça sera finalement possible, puisque baisse des dotations, austérité. Les collectivités, est-ce qu'elles vont avoir les moyens, finalement, de financer le plan eau ? Parce que, alors, je ne sais pas si on aborde les questions de financement tout de suite, mais elles sont quand même centrales. 475 millions, c'est ce que dit le plan eau, de plus. Sauf que ces 475 millions, c'est la redevance des usagers, qui est gérée par les agences de l'eau, et puis les aquaprêts. Donc finalement, pas de budget spécifique consacré par l'État dans un moment où, et vous nous l'avez dit, on se rend compte que la ressource en eau, elle ne sera pas, elle est fragile et il faut vraiment mettre en œuvre des mesures pour la préserver. Un des objectifs d'ailleurs, c'est la sobriété avec moins 10% de prélèvement d'ici 2030, c'est un des objectifs du plan. Bon. Nous, il nous semble qu'il y a quand même beaucoup de choses qui devraient être améliorées dans ce plan-là. On parlait des services publics de l'eau tout à l'heure, des agents qui avaient un statut ou pas, enfin, de plus en plus de recrutement, comme dans tous les secteurs publics et semi-publics, malheureusement, de plus en plus de recrutement en contrat privé. Le statut des agents, nous, c'est quelque chose qui, un statut protecteur avec, qui aide les agents à fonctionner de la même manière, quelles que soient les directions. Enfin bon, c'est important d'avoir ça quand même dans des services comme ceux de la gestion de l'eau. Il y a quand même 18% d'effectifs en moins dans les agences de l'eau en 10 ans. Est-ce que ça ne serait pas le moment d'augmenter ces effectifs, de mettre en place à la fois des plans de recrutement et des plans de formation, puisqu'il y a des métiers où on manque de personnel qualifié. Bon, une politique publique ambitieuse de l'eau, il nous semble que ça ne peut pas exister sans ça, sans des agences de l'eau et sans des services publics vraiment renforcés. Et puis, il faut qu'elle soit aussi articulée avec la lutte contre l'artificialisation des sols, avec des possibilités de contrôle, de mesures. Donc voilà, donc tout ça
dans une globalité, on ne retrouve pas cette volonté-là dans le plan, cette volonté de renforcer les services publics, parce que bon, il y a quand même besoin de le faire. Et puis une dernière chose, le plan, il ignore quand même les inégalités sociales et territoriales. Aujourd'hui, on a 300 000 personnes en France qui sont privées d'accès à l'eau potable et à l'assainissement continu et sécurisé. Ce n'est pas du tout évoqué. Alors que pour la CGT, qui, même si on est là pour progresser ensemble, et j'ai bien entendu ce qui était dit tout à l'heure par les camarades, sur peut-être des déficits concernant la ressource en eau dans nos repères revendicatifs. Mais cette journée-là, de toute façon, ça tombe bien puisqu'elle sert à ça, à nourrir nos repères revendicatifs sur cette question-là qui est vraiment fondamentale. On a déjà écrit sur le sujet. Moi, en 2020, on avait participé avec plusieurs camarades à la rédaction d'un document qui s'appelait « Le progrès social et environnemental, c'est possible et urgent ». Il y avait quand même un petit chapitre sur la gestion publique de l'eau. Mais bon, tout ça demande à être amélioré, à être travaillé collectivement, on en est bien d'accord. Donc voilà, tous ces sujets nous semblent devoir être mieux pris en compte dans le plan. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, Karine. Karine Brûlé, oui, la question au fond, c'est est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, ce plan, et puis est-ce qu'il se donne véritablement les moyens de ses ambitions? Alors, j'ai plein de réponses. Je vais finir par les aspects contraignants. Ça, je vous filerai 2-3 diapos. Je vais commencer par les inégalités sociales, parce que c'est un sujet qui, à la fois qui me tient à cœur et sur lequel je suis tombée tout à fait par hasard. Alors, je m'explique. Je ne vous raconte pas toute ma vie, mais j'ai été sous-directrice de l'eau, des milieux aquatiques et des ressources minérales dans l'énergétique à la direction de l'eau et de la biodiversité. La direction de l'eau et de la biodiversité, elle s'occupe des milieux. Elle s'occupe de la ressource libre, on va dire, comme ça. Et il se trouve que grâce à la loi Brottes, que vous connaissez tous, je pense, qui permet des expérimentations sur la mise en place de la tarification sociale de l'eau, il se trouve que c'est ma sous-direction qui pilotait cette action. Alors c'est complètement anormal, c'est anachronique. Alors certes, on peut tous tout faire, mais là c'est doublement anachronique. D'abord, ça a été très très bien redit par par beaucoup de vos camarades, le service public de l'eau et l'assainissement est une compétence des collectivités depuis toujours. Depuis toujours. Donc l'État n'a rien à voir là-dedans. Si jamais il fallait qu'une direction d'administration centrale de l'État s'occupe de la tarification sociale de l'eau potable, on parle de l'eau potable, alors ce serait la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Territoriales. C'est elle qui écrit le droit des collectivités territoriales. Bon, la DGCL s'en est pas occupée, donc c'est arrivé chez nous. Ensuite, l'eau potable, ça n'est pas une compétence du ministère de l'Environnement, c'est une compétence du ministère de la Santé. Donc la tarification sociale de l'eau, c'est un sujet des collectivités territoriales, du bloc communal, commune EPCI, selon qui a la compétence, et du ministère des Solidarités. Bon, il se trouve que c'est arrivé dans ma sous-direction et je m'en réjouis parce que j'ai découvert ce sujet-là. Et on a beaucoup travaillé avec les collectivités qui s'étaient inscrites dans l'expérimentation de la loi Brottes. C'était prévu 50 collectivités, c'est très bien décrit dans le rapport du CESE. Donc si vous voulez le détail, le rapport est dehors. Il y avait 50 collectivités au départ, finalement il y en avait une trentaine qui ont suivi. Et en fait, ce que j'ai retenu des témoignages parfois très très poignants des collègues des collectivités, c'est que les gens qui sont dans la précarité pour l'eau, en fait, ce sont des gens qui sont dans la précarité en général. Pour l'eau, pour Internet, pour l'électricité, pour manger. Et donc finalement, ce n'est pas vraiment un sujet de tarification sociale de l'eau. On l'a dit tout à l'heure, l'eau, c'est 0,5 centimes du litre. C'est rien. Vous connaissez un service qui est à ce niveau-là? Parce qu'on l'a dit, l'eau, c'est un bien commun. L'eau, elle ne coûte rien. Par contre, le service, il coûte. Il faut bien que quelqu'un paye le service.
Donc, soit c'est l'usager, soit c'est le client, si jamais c'était, alors je vais le dire dans mes mots, vraiment privatisé, parce qu'aujourd'hui, le service public d'eau et d'assainissement, comme son nom l'indique, est un service public, ou bien c'est le contribuable, mais il y a forcément quelqu'un qui paie. Et donc, cette approche sociale de l'eau, enfin, cette approche sociale de l'eau, j'en ai retenu que ça doit vraiment s'inscrire dans une approche globale, sociale, des populations précaires. Après, on peut regretter que ce ne soit pas dans le plan eau. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à l'époque où on en a parlé, on en avait beaucoup parlé avec les collègues des ministères sociaux, pour leur dire on veut bien vous apporter des connaissances sur la partie eau, mais il faut vraiment que ça s'insère dans un tout d'approche de la précarité. Et ils nous ont répondu t'as raison, mais on n'a pas le temps. Et ça, c'est le plus blessant, en fait, que le fait que ce ne soit pas en tant que tel dans le plan eau. Et puis Karine Brûlé, il y a quand même un élément là-dedans sur ces mesures incitatives du prix progressif de l'eau qui est assez inspiré des théories de l'incitation en économie, c'est-à-dire j'envoie un signal prix, bon c'est des gens comme Jean Tirole qui ont théorisé ces choses-là, donc c'est vraiment l'économie dominante, j'envoie un signal prix et l'homo economicus en face va adapter son comportement. Il se trouve que la dernière fois que le gouvernement du président Macron a fait ça, en augmentant la taxe carbone sur le carburant, ça s'est pas très bien fini en termes d'agitation sociale. C'est quand même étonnant que ce soit ce type de mesure qui soit mise en avant pour un bien aussi essentiel que l'eau. Oui, après, moi je ne suis pas économiste, hein, donc je suis agronome. Donc, mais la question est politique, voilà. C'est pour ça que je vous pose. Là aussi, hein, mais je ne fais pas de la pub pour le rapport du CESE, mais il est bien décrit dans ce rapport qu'en matière d'eau, le signal prix, c'est un tout petit peu compliqué. Je vais vous choquer, et je le dis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'eau, ça ne coûte rien. Donc si on veut un signal prix pour l'eau, et puis à partir de quel mètre cube est-ce qu'on préserve quelques mètres cubes et puis après on augmente? Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour les familles nombreuses? Et derrière, c'est exactement le même sujet que sur le chèque énergie auquel moi je n'étais pas très favorable. C'est que derrière, il faut des quantités industrielles de données pour bien cibler. Il y a un sujet de la précarité en France dont je ne suis pas spécialiste. Par contre, je suis à peu près convaincue que ça n'est pas la tarification sociale de l'eau qui mettra fin à la précarité en France. Fabienne Rouchy... je vous ai promis de vous choquer un petit peu. Fabienne Rouchy, justement, est-ce qu'il y a d'autres manières dont on peut agir sur la consommation d'eau et en tout cas inciter les gens à la sobriété autre que la tarification? C'est des choses qui étaient dans cet avis du CESE, notamment des mesures plus pédagogiques. Ça y est. Le micro est en grève. Oui, donc oui, bien sûr, des mesures pédagogiques sont toujours utiles, mais surtout essayer d'associer un maximum d'acteurs, un maximum de parties prenantes à la manière dont l'eau peut être gérée. On a nos camarades mandatés dans les Césaires qui nous en ont parlé, on a un certain nombre de collectifs citoyens aussi qui se mettent en place. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de créer des comités territoriaux de gestion de l'eau qui associent aussi bien les organisations syndicales que les usagers, que les élus, les organisations écologistes, les ONG et les régies publiques. Ça nous semble vraiment quelque chose de crucial, notamment pour faire face à des périodes de crise de sécheresse, puisque là... Quand il y a une sécheresse, c'est sous l'égide du préfet, il y a des restrictions, mais sans vraiment de discussion. Et nous, on considère quand même que ça manque. Après, je voulais revenir sur le tarif de l'eau, mais juste 2 minutes. L'eau, elle ne coûte rien, mais l'assainissement, ça coûte. Et les réseaux, ça coûte. Alors, j'ai regardé justement, c'est bien spécifié dans le plan eau, dans le bilan en tout cas, puisqu'il y a près de 20% de l'eau prélevée qui est perdue, donc 1 litre sur 5, ce qui est quand même énorme. Il y a une rénovation des réseaux qui est indispensable et qui coûte excessivement cher. Alors, il y a une commune qui citait un exemple dans le bilan du plan eau qui a rénové 1000 mètres de tuyaux et 49 branchements. Ça a quand même coûté 750 000 €.
Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, et ça, même si c'est du domaine des collectivités, vu l'état dans lequel elles sont et vu le peu de ressources dont elles disposent aujourd'hui, hein, je ne rappelle pas, mais la taxe d'habitation, etc., etc., enfin bon, il y a la CVAE, enfin, il y a quand même un certain nombre de ressources qui aujourd'hui, dont elles ont été privées aujourd'hui. Donc, comment on aborde ces sujets-là ? Et puis, comment on aborde aussi le sujet du financement des stations d'épuration vétustes. Alors, j'ai regardé aussi 22 000 stations d'épuration en France, 610 qui concernent plus de 2 000 habitants et qui, aujourd'hui, ne sont plus en capacité de répondre aux exigences européennes parce qu'il faut rénover, que ça coûte extrêmement cher. Et, voilà, alors ça, la mise aux normes de 260 stations d'épuration en 2023 et 2024, elle a coûté 150 millions d'aides. Donc, comment on aborde ces sujets-là ? Est-ce que, déjà, on se pose la question globalement ? Comment on cible ? Enfin, voilà, moi, ça me paraît important de dire quelque chose là-dessus. Merci. Alors, je vais quand même revenir un petit peu sur vos premières questions sur l'incitation à la réduction, à l'économie. Hein. Et puis, on viendra sur les financements après. Puis ça va répondre à votre première question. En fait, sur les économies d'eau, on a des outils et je trouve que vous mettez vraiment sur la table un des paradoxes du monde de l'eau. C'est que ce monde de l'eau est un monde qui est organisé dans des gouvernances très ouvertes et pour autant, vous venez de le dire, vous ne vous y sentez pas représenté. C'est complètement paradoxal parce que dans une agence de l'eau, vous voyez le graphique A2, hein, dans un comité de bassin, pardon, je suis toujours en métropole, mais les offices de l'eau dans les Outre-mer fonctionnent un peu de la même façon. Dans un comité de bassin, vous voyez, il y a 40% des collectivités, 20% de l'État, 20% des usagers économiques et 20% des usagers dits non économiques, les associations. Vous vous rendez compte ? Encore une fois, moi je viens du milieu de l'agriculture. Vous savez quelle est la composition d'un conseil d'administration d'une chambre d'agriculture ? Vous y êtes dans les champs d'agriculture ? Les ONG, elles y sont dans les champs d'agriculture. Et pourtant, on parle un tout petit peu de souveraineté alimentaire, de choix du modèle agricole. Enfin, on parle de choses qui adressent la société. Donc ce monde de l'eau, il est très ouvert depuis toujours, depuis que les agences de l'eau et les comités de bassin ont été créés. Et pour autant, vous ne vous y sentez pas représenté. Et je pense que c'est parce que ce monde fait beaucoup d'entre-soi. Les gens qui sont dans les comités de bassin, c'est comme Obélix, hein. Ils ont plongé dans l'eau quand ils étaient tout petits. Et du coup, on est un peu entre nous. On cause avec un vocabulaire pas très compréhensible. On fait référence à des trucs pas très compréhensibles. Mais je pense qu'il y a des places dans ces instances-là pour des syndicats comme les vôtres, pour des organisations comme les vôtres. Sur les économies d'eau, comment on fait la bonne volonté ne suffit pas. Je suis complètement d'accord avec vous, la bonne volonté ne suffit pas. Mais en fait, il y a plein de choses qui existent déjà. Donc, par exemple, vous avez là la carte de la zone de répartition des eaux. Ça veut dire que depuis très 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 longtemps, on sait qu'en France, il y a des zones superficielles ou souterraines, il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas assez d'eau. Et en fait, la réglementation, la loi sur l'eau, qui porte bien son nom, elle a derrière une nomenclature, et cette nomenclature, elle oblige à étudier les projets qui prélèvent de l'eau dès, du coup, 8 mètres cubes heure, ce qui est tout petit par rapport à la personne de ST Microélectronique qui est intervenue tout à l'heure, ça doit l'étonner. Et donc, chez lui, il n'était peut-être pas en ZRE. Donc, il y a cet outil-là qui existe. On a aussi des schémas d'aménagement de l'eau, des projets territoriaux pour la gestion de l'eau. On a tout un tas d'outils de gouvernance qui, sur le papier, et c'est vraiment important que vous exprimiez ce fait que ça ne vous parle pas finalement, puisque vous proposez des comités de l'eau. En fait, ils existent, il y en a plein. Donc, il y a le SDAG, enfin le comité de bassin au niveau bassin hydrographique. Ensuite, il y a le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui est au niveau d'un cours d'eau. Et après, encore en dessous, en théorie, il y a le projet territorial pour la gestion de l'eau, qui est quand on a un projet infra-périmètre d'usage. Donc tout ça,
ça existe. Tout ça, c'est des gouvernances ouvertes. Mais il faut s'en emparer. Et ce n'est pas toujours très simple de rentrer. Je suis complètement d'accord avec vous. Derrière les outils communs, il y a les arrêtés sécheresse. Là, on n'est pas dans le volontariat. On est bien... Ah oui, je n'ai pas du tout la même couleur, là et là. Alors, c'est très marrant, excusez-moi de faire cet aparté, mais là, vous avez les arrêtés sécheresse en 2022, c'est en rouge, et moi, je les ai en bleu. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur ce que je vois, mais dans la vraie vie, c'était vraiment ça. Les arrêtés sécheresse, c'est pas rien, et ça vient de la sécheresse de 2003. Arrêté sécheresse, ça veut dire qu'on coupe des robinets à un certain nombre d'acteurs, et notamment aux industriels, un petit peu aux agriculteurs, pas forcément tout de suite, mais ça finit par se couper. Je vais passer plus vite là. Pardon, il me semblait que je l'avais fait plus propre. Excusez-moi, il y avait un élément sur lequel je voulais venir parce que je ne la trouve plus. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure et je trouve que c'était une bonne idée. Ah oui, c'est parce que je l'ai en bleu, alors j'avais mis en rouge. Donc c'est ce qui est en rouge chez vous. En fait, un outil dont vous pouvez vous emparer, un outil qui régule la consommation d'eau, ce sont toutes les autorisations. Vous savez ce que l'OFB contrôle, l'Office français de la biodiversité. Vous savez, l'agence qu'il faudrait supprimer parce qu'elle nous embête. Donc ça s'appelle l'Office français de la biodiversité. Et en fait, l'Office français de la biodiversité, un de ses nombreux métiers, avec les collègues des directions départementales des territoires et de la mer, ils vont contrôler le respect des arrêtés préfectoraux sur plein de sujets, mais aussi sur la consommation de l'eau. Et l'OFB est assez spécialisé là-dessus. Et donc, les industries, les collectivités, dans un certain nombre de cas, ont des arrêtés préfectoraux qui limitent éventuellement la consommation d'eau. Donc, on a déjà des outils réglementaires. Le plan eau ne les met pas en exergue. Je suis assez d'accord avec vous, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que le réglementaire, c'est pas bien. Donc, on n'en parle pas trop. Mais ils existent. Dans la vraie vie des territoires, ils existent. Il y a à la fois tous ces outils réglementaires, autorisation IC, installation classée pour l'environnement, installation IOTA, loi sur l'eau, et puis il y a tous les outils que j'ose qualifier de participatifs parce qu'ils ont été conçus comme ça et que sont les SAGE et les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et les projets territoriaux pour la gestion de l'eau. Donc, sur le papier, dans le Code de l'environnement, on a ce qu'il faut. Après, il y a ce sujet de comment une organisation comme la vôtre peut investir ces endroits-là. Et ce que nous disent les ONG et ce qui serait aussi compliqué pour vous, c'est que ça demande un temps énorme. Les industriels qui viennent dans ces instances, ils sont mandatés par leur entreprise, ils sont payés. Les agriculteurs qui viennent dans ces instances, ils sont mandatés par tel ou tel champ d'agriculture ou syndicat, ils viennent sur leur temps de travail, en fait. Et du coup, malgré l'égalité sur le papier, 20% usagers économiques, 20% non économiques, en fait, il y a une inéquité dans la capacité à investir ces instances. Fabienne Rouchy vous répond sur le fait de siéger dans les agences. Ou sur autre chose, si vous préférez. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Enfin, nous, il nous semble qu'il faudrait vraiment des instances plus ouvertes, certes, mais avec plus de droits aussi pour les représentants des salariés. Si on revient sur la gestion de l'eau, dans votre plan, on a un développement massif de la réutilisation des eaux usées qui sont traitées par les stations d'épuration, qui est poussé depuis 20 ans par Veolia et Suez, parce que c'est une filière très rentable, peu encadrée. Nous, on considère, ça détourne quand même l'eau du cycle naturel, ça pose des risques sanitaires. Bon, est-ce que ça n'est pas un problème? Est-ce qu'on a suffisamment d'études scientifiques là-dessus, puisque l'INRA est en produit pour mesurer les conséquences de l'utilisation de cette eau-là? Nous, on est assez sceptiques et on considère que peut-être il faut faire preuve de prudence. Bon, par contre, c'est vrai que Veolia et Suez,
c'est vraiment tout à fait leur projet. Karine Brulé. Je vais oser dire que vous parlez à mon cœur. Je suis connue comme une opposante à la réutilisation des eaux usées traitées dans notre milieu administratif. Alors pourquoi ? Pourquoi ? À cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. La réutilisation des eaux usées traitées, elle a été présentée comme une création de ressources. C'est faux. L'eau qui sort, il y a des gens des services publics d'eau et d'assainissement qui sont dans la salle, donc vous savez bien, et puis en tant que citoyen, vous le savez aussi, l'eau, quand elle part dans le système d'assainissement, pour l'assainissement collectif ou pour l'assainissement non collectif, quand l'eau, elle part dans le réseau d'assainissement, elle ne disparaît pas. En fait, elle est juste assainie par la station de traitement des eaux usées de manière à ne pas porter préjudice aux milieux aquatiques qui vont finir l'épuration. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le principe. Et après, les milieux aquatiques terminent. Alors c'était surtout vrai quand on s'occupait de traiter surtout les matières organiques. Évidemment, ça ne l'est plus quand on réfléchit produits phyto ou PFAS par exemple. Mais cette eau qui rentre dans les stations de traitement des eaux usées, elle alimente le débit du cours d'eau et parfois, à certaines saisons, la station de traitement des eaux usées alimente 100% du débit du cours d'eau. Donc détourner ce flux-là, à ce niveau-là, pour le réinjecter dans une entreprise ou pour faire de l'irrigation, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça perturbe le cycle de l'eau. Donc, il ne faut pas être naïf devant ça. Les débats qu'on a eus, et là où j'avais fini par être un tout petit peu d'accord, c'était sur les stations de traitement des eaux usées qui rejettent en mer. Parce que là, finalement, on n'est plus dans le cycle de l'eau terrestre. L'eau douce, on va dire, rejoint la mer et diluée. Donc, si elle refait un tour pour irriguer, peut-être pas si grave. Mais en fait, ça aussi, c'est faux. Parce que, par exemple, en Méditerranée, la Méditerranée est... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de mots. Si quelqu'un le sait, il me corrige. La Méditerranée est eutrophe, c'est-à-dire... Merci. Voilà, ça acquiesce là-bas, donc je continue. La Méditerranée est eutrophe, donc elle a besoin des nutriments terrestres. Elle en a besoin. Donc, il faut les lui laisser. Sinon, il vient d'avoir un reportage, là, les sardines, elles deviennent plus petites. Et elles n'arriveront plus à boucher le port de Marseille. Ça pose quand même un problème. Donc, même toute cette eau qui sort de nos consommations, elle est nécessaire au milieu. Et donc, la réutilisation des eaux usées traitées, donc l'IGED a fait un rapport là-dessus en disant qu'il fallait être extrêmement prudent. Par contre, ce qui est super, et je crois que la personne de STI Microélectronique en a parlé, c'est la recircularisation de l'eau dans une entreprise. Ah ben oui, elle sert plusieurs fois. On la pompe, elle sert, puis au bout d'un moment, elle ressort. Et puis on fait des circuits fermés, comme ça on n'a pas besoin de réalimenter. Donc il y a des technologies qui sont intéressantes sur un site d'entreprise, mais la réhute, pas pour moi, quoi. Mais bon, je pense que vous avez encore mieux exprimé que moi ce que je pense de pourquoi la France soutient la réhute. Et je partage votre avis. Voilà. Fabienne, alors, sur les financements, peut-être après. Je vous en prie, si, allez-y. Et on va commencer à conclure, on va arriver au bout de la table ronde. Ouais. Oh là là. Alors, sur les financements, en fait, j'arrive pas à être d'accord avec vous. Parce que pour moi, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc, soit c'est l'usager du service public d'eau et d'assainissement. Et donc, c'est aujourd'hui, ça s'incarne dans le prix de l'eau. Et aujourd'hui, un de vos camarades l'a dit, tous les rapports qui sortent dans tous les sens le disent, le prix de l'eau est trop faible pour assumer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures d'eau et d'assainissement. Alors, sur le 1 litre sur 5 perdu en eau potable, je vais vous donner mon point de vue à moi, qui suis une femme des milieux naturels, mais je m'en fous complet. Hein. C'est de l'eau propre. Hein. Alors, elle repart dans les milieux, ce n'est pas mon problème.
Moi, je suis un peu plus inquiète parce que la France en est à son 9e contentieux européen sur l'assainissement. Mais en fait, je pense que l'élu va me sauter dessus. En fait, les élus, ils préfèrent l'eau potable à l'eau sale. Et donc, ils préfèrent refaire des tuyaux d'eau potable parce que les citoyens aiment bien, que dire non, mais moi, je vais m'occuper de la station de traitement des eaux usées, le truc qui pue là-bas dans le fond. Mais le vrai problème environnemental, c'est quand même la station de traitement des eaux usées. En tout cas, il y a besoin d'investissement pour maintenir en condition opérationnelle ce patrimoine, qui est un vrai patrimoine des collectivités. Et donc, il faut que quelqu'un paye. Habituellement, quand on veut un service, on le paye. Donc moi, je ne suis pas choquée que ce soit l'usager du service public d'eau et d'assainissement qui paye le service qu'il veut. Et puis après, il y a des aides. Les agences de l'eau, elles servent un petit peu de caisse de communauté. Il y a un petit peu de solidarité urbain-rural. Moi, j'étais commissaire du gouvernement à l'agence de l'eau Adour-Garonne. En Adour-Garonne, en gros, c'est Toulouse, enfin, ce sont les usagers de Toulouse et de Bordeaux qui payent des redevances, et ce sont les usagers des territoires ruraux qui bénéficient des aides des agences de l'eau. Ce n'est pas choquant. De toute façon, ce sont des petites proportions des services publics d'eau et d'assainissement, puisque le service public d'eau et d'assainissement est un service qui répond à la logique l'eau paye l'eau. Donc son budget doit être équilibré, c'est le principe, et équilibré sans aide. Après, est-ce que l'État devrait faire un grand plan d'investissement ? C'est le contribuable qui payera. Enfin, peut-être que c'est mieux, moi j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière d'assainissement, ça a existé. À un moment donné, l'État a doté à fond les agences de l'eau pour essayer d'éviter, enfin pas d'éviter, parce qu'on ne l'a pas évité, mais d'éviter qu'un de nos nombreux contentieux conduise à des pénalités pour la France. Donc là, on a payé beaucoup. On a payé de l'investissement sur des stations de traitement usées qui, encore aujourd'hui, sont dans les listes des stations de traitement des eaux usées en infraction, parce que, comme vous le savez tous, payer de l'investissement, c'est chouette parce qu'on coupe un ruban. Payer du fonctionnement, c'est un petit peu chiant, donc on ne le fait pas. Et donc on espère qu'au bout de 20 ans, 30 ans, il y a quelqu'un qui va remettre des sous sur la table. En fait, ce quelqu'un-là, il n'existe pas. Donc à chaque fois, c'est nous, et c'est nous avec un de nos portefeuilles. Usagers, clients, contribuables. Il faut juste choisir le portefeuille. Fabienne Rouchy, un mot pour finir. Oui, alors nous, on a quelques idées sur les portefeuilles à cibler, hein, quand même. On parlait de Veolia, de Suez. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, c'est bien connu à la CGT. 200 milliards d'aides publiques sans conditionnalité. On pourrait quand même essayer de trouver de ce côté-là des financements, il nous semble en tout cas. On pourrait cibler les aides, on pourrait mettre en place des critères sociaux, environnementaux. Nous, c'est ce qu'on réclame depuis très longtemps. Et on pourrait faire payer ceux qui polluent et les gros consommateurs qui, au contraire, paient moins que l'usager comme vous et moi, puisqu'il y a un tarif dégressif de l'eau. Voilà, donc merci en tout cas. Moi, je pense que le dialogue il est intéressant. On voit bien ce qu'on peut discuter ensemble. Il y a quand même des points, quelques points d'accord, mais il y a quand même des points où, peut-être que si l'État avait mené une vraie politique publique de la gestion de l'eau et de l'assainissement, avec une vraie stratégie, avec de vrais débats, la participation des citoyens davantage. Alors, chercher peut-être des moyens à ce qu'il y ait davantage lieu, cette participation, et des représentants des travailleuses et des travailleurs. Voilà, une contribution des gros consommateurs, de ceux qui polluent aussi. Peut-être qu'on arriverait à quelque chose de cohérent et dans lequel on se retrouverait davantage, en tout cas à la CGT. Merci à vous deux, Karine Brûlé de l'IGED, Fabienne Rouchy du Bureau confédéral et du CESE. Merci encore à vous dans la salle pour votre écoute et vos interventions. Cette journée, il est 16h25, touche à sa fin et je laisse donc à Fabienne Rouchy la parole pour ses conclusions. Vous pouvez les applaudir. Oui, donc
Ah, vous préférez que je mette là? Je ne sais pas, j'ai l'impression que le micro là-bas il coupe, donc je vais rester là. Donc la CGT, elle travaille depuis longtemps sur les questions environnementales, qui sont évidemment intimement liées avec les questions sociales. Elle a adopté de longue date un repère revendicatif sur le développement durable et elle s'est dotée en 2024 d'un plan d'action syndicale sur l'industrie et l'environnement. L'objectif de ces journées d'études, c'était à la fois de s'acculturer, je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'interventions extrêmement brillantes. Merci aux chercheurs, merci à tous les camarades qui ont pu s'exprimer, qui nous ont aidés par leur expertise, par leur expérience à nourrir nos avis et nos connaissances sur ce sujet de la ressource en eau. Il y a quand même des enjeux très importants, mais il y a aussi des solutions qui sont possibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille mieux ensemble. Et c'est notre comité national confédéral qui est quand même composé de toutes nos organisations, nos unions départementales, nos fédérations, qui a validé la feuille de route de la commission environnement, transformation de l'appareil productif, commission confédérale, qui a été en charge d'organiser cette journée sur l'eau. Donc bon, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pu y participer. Merci à nos deux copilotes, donc Rosa et Nicolas, et aux conseillères et aux conseillers du pôle Prospective et Territoire, d'avoir conçu cette journée. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on essaye ensemble de voir de quelle manière on peut travailler sur nos territoires, dans nos entreprises, sur ces sujets-là. C'est ça qui est important. On voit bien qu'il y aurait à transformer des procédés de production pour économiser l'eau. On ne peut pas trop compter quand même sur l'État pour inciter les grosses boîtes à le faire, d'après ce qu'on a vu. Donc, tout un travail qu'on doit collectivement mettre en œuvre au sein de nos syndicats, au sein de nos organisations et avec les salariés sur le terrain pour pousser à cela. Alors, pousser, on a eu quelques exemples. Pousser avec nos mandatés dans les Césaires, c'est une porte d'entrée vers les collectivités. Pousser avec nos camarades des services publics, c'est aussi une porte d'entrée vers les collectivités. Pousser vers les ministères, pousser vers les élus, les parlementaires, et aussi au niveau européen, puisqu'il y a des démarches qui sont faites en ce sens et qui peuvent porter leurs fruits. Donc, ne nous décourageons pas, même si les défis sont majeurs et absolument conséquents. Il faut qu'on continue à conjuguer nos efforts, y compris d'ailleurs par la lutte. On a des camarades dans les boîtes qui ont beaucoup lutté pour que leur appareil productif soit transformé. Donc, je pense que c'est aussi, ça fait partie de notre ADN. Il ne faut pas du tout qu'on s'en prive, qu'on continue à interpeller, mais aussi à se mobiliser ensemble pour mener ces batailles qui sont cruciales. Elles sont cruciales pour l'avenir de nos emplois, pour l'avenir de l'espèce humaine finalement, parce que la planète, elle continuera sans doute à vivre d'une autre manière si un jour la ressource en eau est trop épuisée pour que les êtres humains puissent vivre dessus. Mais c'est crucial pour notre avenir tout court et celui de l'humanité. Donc merci à toutes et à tous. On va continuer à travailler ces questions. On mettra à votre disposition et à la disposition des organisations tout un tas de matériel qui sera issu de cette journée. On continue. Donc, on continue. Merci beaucoup. Allez, merci à toutes et à tous. Bon retour. Mobilisation le 5 juin et inscrivez-vous auprès de Clotilde Mathieu pour le stage CGT Crise environnementale et transformation du système productif.